Normalement, quand on rencontre une personne pour la toute première fois, pour briser la glace, la question classique qui surgit presque tout de suite, c'est: Qu'est-ce que tu fais dans la vie? ouais, voilà, exactement. On cherche à savoir ce que l'autre produit, en fait. On veut une étiquette claire pour le ranger dans une case. C'est le réflexe social de base, ouais. On a cette tendance naturelle à catégoriser quelqu'un par sa fonction concrète, parce qu'il apporte matériellement à la société, quoi. C'est rassurant, en fait. Totalement. Mais ce qui est fascinant, c'est que si on observe attentivement le monde autour de nous aujourd'hui, on remarque une transformation, enfin un changement presque vertigineux dans la façon dont les grandes organisations répondent à cette même question. Ah oui, c'est radical. Genre, si on pouvait asseoir une multinationale moderne sur une chaise là, devant nous, et lui demander que fais-tu dans la vie, elle ne dirait plus simplement bah, je fabrique des chaussures de sport ou je construis des voitures. Non, c'est clair. Elle répondrait avec un grand sourire, genre je défends le dépassement de soi ou je m'engage pour un avenir neutre en carbone. Et ça, c'est un glissement sémantique majeur, tu sais. C'est le passage d'un discours centré sur ce qu'on appelle l'avoir, donc la possession du produit pur, vers un discours centré sur l'être. Hmm. L'entreprise, elle ne veut plus juste être une usine. Elle veut devenir une véritable institution, en fait. Une entité avec une âme, avec des convictions. Eh ben, c'est précisément le sujet de notre exploration du jour. Décortiquer tout ça. Parce que comprendre comment ces immenses structures façonnent leur image, honnêtement, c'est devenu une compétence de survie intellectuelle pour quiconque suit un peu l'actualité. Absolument. Donc, pour nous guider, on plonge aujourd'hui dans les rouages d'un cours académique super pointu. Ça s'intitule Module 1, aperçu général sur la communication institutionnelle. Très bon matériel. C'est présenté par le chercheur Amanisa Berrou et c'est soutenu par un consortium d'institutions assez prestigieuses, genre l'ENS, l'OAUF, l'Université Senghor. Et notre mission pour cette analyse, c'est de décoder, pièce par pièce, cette mécanique un peu secrète qui dicte la façon dont les marques s'infiltrent dans notre quotidien. Ce qui est super intéressant ici, c'est de réaliser que cette transition d'une simple usine vers une personne morale, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ah ben non. Pour bien saisir les stratégies d'aujourd'hui, il faut faire un petit pas en arrière. En fait, le besoin d'influencer, de capter l'attention d'une foule, c'est aussi vieux que l'humanité sédentarisée. Ouais, c'est vrai que souvent on s'imagine que la communication d'entreprise c'est un truc très moderne, genre des gratte-ciel en verre, des réunions Zoom. Alors que pas du tout. Voilà. Et les racines plongent carrément dans l'Antiquité. Genre, on a retrouvé des fresques murales qui faisaient de la propagande politique pure, ou des inscriptions pour promouvoir des combats de gladiateurs à Rome. Et si on remonte encore un peu, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, on a ce qui est considéré comme l'ancêtre de la pub en série. Ah oui, le papyrus. Exactement. Un papyrus qui offrait une pièce d'or pour capturer un esclave en fuite. Ensuite, on fait un bond au XVe siècle avec l'invention de l'imprimerie en 1450 qui accélère tout ça brutalement. Les premières affiches, les flyers sur les places publiques. C'est ça. Mais attends, moi ce que j'adore là-dedans, c'est l'idée que la psychologie humaine, au fond, elle n'a pas bougé d'un millimètre. Comment ça? Bah, une annonce peinte sur un mur de pierre pour un combat de gladiateurs, ça exploite exactement les mêmes biais cognitifs qu'un teaser de 30 secondes pour le dernier film Marvel au cinéma. Ah oui, vu comme ça. On crée de l'anticipation, on promet du grand spectacle, on joue sur l'émotion. C'est juste l'outil qui change, le cerveau reste le même. Mais alors, si tout ça existe depuis l'Antiquité, qu'est-ce qui a tout déclenché pour en faire une industrie? Eh bien, l'intention est la même, oui. Mais c'est le modèle économique qui a tout bouleversé. Et là, on a une date clé, le 16 juin 1836. Ah, le fameux jour où le modèle économique de nos médias modernes est né. Raconte-nous. Alors, on est en pleine révolution industrielle. Un type nommé Émile de Girardin qui dirige un journal qui s'appelle La Presse. À l'époque, produire de l'information, ça coûte super cher. Donc les journaux sont chers pour les lecteurs. Voilà, ce qui limite beaucoup l'audience. Et Girardin, il a une illumination, un truc qui va changer le monde. Il se dit, et si on insérait des annonces commerciales payantes directement dans les colonnes du journal? Le coup de génie. C'est les annonceurs qui subventionnent la fabrication du papier, en fait. C'est exactement ça. Il baisse le prix de vente de moitié, le journal devient super abordable, le lectorat explose. Du coup, l'espace publicitaire devient encore plus précieux pour les marques, qui payent plus cher. C'est fou. C'est littéralement l'invention de l'économie de l'attention sur laquelle tout Internet repose aujourd'hui. On donne un truc gratuit ou moins cher à l'utilisateur, mais en échange, on vend son attention aux marques. C'est le même principe, ouais. Et ça a marché tellement fort que tous les concurrents ont copié. Et ça nous mène tout droit aux 30 Glorieuses après la guerre. Avec l'influence du plan Marshall, les méthodes américaines débarquent en Europe.
c'est l'explosion des produits dérivés, non? Le logo de la marque qui sort de l'usine pour finir sur les cendriers, les calendriers dans les cuisines. Exactement. La marque s'invite chez les gens. Et c'est là qu'on invente carrément la psychologie de l'étalage. Ah oui, les 4 tubes d'étalage. J'ai trouvé ça fascinant dans la source. Et c'est très codifié. Face à la concurrence, il suffisait plus de poser le produit derrière une vitre. On a défini 4 catégories. L'étalage de présentation, très basique. L'étalage d'attraction, avec des lumières et des couleurs pour briser le rythme de marche du passant. Pour le stopper net dans la rue. C'est ça. Ensuite, l'étalage de prestige, qui joue sur le vide, le minimalisme, pour faire très haut de gamme. Et enfin, l'étalage de notoriété, où le produit disparaît presque pour laisser toute la place au nom de la marque. Et dans toute cette période, il y a aussi l'image de la pin-up dans la pub. C'est un paradoxe assez dingue quand on l'analyse avec notre regard d'aujourd'hui. Ah, totalement. Parce que d'un côté, on commence tout juste à parler de la libération de la femme, et en même temps, cette industrie publicitaire lui colle une nouvelle étiquette hyper stéréotypée, la femme au foyer dont le plus grand bonheur, c'est d'avoir le dernier aspirateur à la mode. Ouais, la pub a toujours été ce miroir, parfois un peu déformant, des contradictions de son époque. Et la machine s'emballe jusqu'aux années 90. Les marques se mettent même à faire du mécénat ou à aller sur des terrains très politiques. Comme la marque de vêtements Benetton, c'est ça. Voilà, la source mentionne Benetton, qui utilisait de manière très factuelle des images chocs pour dénoncer le racisme. Ils intégraient un discours politique direct à la vente de leurs pulls. D'accord. Mais alors, si ces stratégies marchaient si bien, qu'est-ce qui a provoqué la fameuse crise des années 90, le mur que toute l'industrie s'est pris? L'indigestion? Ah, carrément. Oui, une saturation psychologique totale. Le cerveau humain ne peut pas absorber des milliers de messages commerciaux par jour sans saturer. Dans les années 90, on voit émerger des mouvements anti-pub, comme les casseurs de pub. Oui, je m'en souviens, c'était des mouvements assez radicaux. C'est ça. Et leurs arguments étaient précis. Ils dénonçaient le gaspillage lié à la création de besoins artificiels, l'impact de la pub sur les enfants, et cette privatisation de l'espace public où chaque centimètre de métro devient une affiche. Et ce rejet massif, il a prouvé un truc essentiel, c'est que hurler « achetez mon super produit », ça ne marchait plus. Les barrières critiques des consommateurs étaient levées. Ouais. Ils voulaient du sens. Et c'est là qu'on arrive au grand clivage, la séparation entre la communication marketing classique et la communication institutionnelle. C'est vraiment le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Il faut bien séparer ces deux mondes. La communication marketing, son but est assumé, elle doit faire vendre, à court terme. Et pour vendre, le marketing a 4 grandes stratégies. La première évoquée dans le document, c'est la résonance. Comment ça marche dans la tête des gens? La résonance, c'est malin, surtout pour les petits budgets. Au lieu de payer des pubs très chères pour toucher tout le monde, on cible chirurgicalement des leaders d'opinion. Des influenceurs, quoi. Exactement, parce qu'on accorde beaucoup plus de crédit à un expert qui recommande un produit qu'à une affiche dans la rue. Le leader adopte le produit et par effet boule de neige, ça résonne vers son public. Ok. Et ensuite, il y a la stratégie du tunnel. Là, on est sur un truc beaucoup plus rentre-dedans. Ouais, le tunnel, c'est la pression directe. Les promos massives, limitées dans le temps, le publipostage qui inonde les boîtes aux lettres. Genre, plus que 24 heures pour en profiter. Voilà, ça crée un sentiment d'urgence fort. C'est hyper efficace pour vider un stock, mais ça coûte cher et ça peut vite agacer. Troisième approche, la ruche. J'adore le terme, c'est très visuel. La ruche, c'est quand on attaque la cible pendant qu'elle est rassemblée au même endroit. Typiquement, un salon de l'auto ou une foire commerciale. On extrait les gens de leur quotidien. C'est ça. L'environnement est clos, surstimulant, il y a une pression sociale avec les autres acheteurs, les barrières rationnelles baissent, et bam, on délivre le message. Et la dernière, très connue au cinéma, c'est le teasing. Ah oui, éveiller la curiosité en lâchant les infos au compte-gouttes. Le cerveau humain déteste les puzzles pas finis. Donc une affiche noire avec juste une date, ça rend fou d'anticipation. C'est exactement ça. Mais tout ça, tu vois, c'est le discours du produit. C'est le marketing. Et de l'autre côté, on a l'institutionnel. Et là, les règles changent du tout au tout. Chronologiquement, l'institutionnel, ça intervient avant le marketing. Ça sert à préparer le terrain. Donc on parle plus du produit. On parle de quoi? Le texte fait une synthèse de plusieurs définitions, genre ELISA, Mediapost, ISCPA. En gros, l'entreprise se comporte comme un corps social. Une personne morale. Elle met en avant ses valeurs, son histoire, son respect de l'environnement, son rôle dans la société. D'accord. Mais soyons l'avocat du diable un instant. Je t'en prie. Est-ce que cette belle communication institutionnelle, au final, c'est pas juste du marketing à très très long terme? Je veux dire, si le but ultime, c'est que le client ait confiance pour acheter, la frontière entre vendre des valeurs et vendre des produits, c'est pas une illusion totale? C'est une super question.
Et oui, la frontière a l'air poreuse. Mais la distinction est cruciale. Au XXIe siècle, la légitimité d'une marque dépasse la transaction. Mhm. Imagine deux marques qui vendent le même produit. Même qualité, même prix. Ce qui déclenche l'achat, c'est la confiance globale envers l'entité. On achète le pourquoi de la marque, avant le produit lui-même. Voilà. Et l'institutionnel crée un capital sympathie. Si la marque a un scandale un jour, ce capital agit comme un bouclier. Le public pardonnera plus facilement à une marque qui a construit une belle identité institutionnelle pendant des années. Ah oui, le bénéfice du doute. C'est juste une erreur de parcours, ils sont pas comme ça d'habitude. Exactement, c'est pour ça que ce discours-là, on le cible de façon très spécifique, pas juste vers les acheteurs finaux. Le texte détaille 5 grands objectifs. La confiance, la notoriété, la légitimité, l'image et, très important, fédérer l'interne. Fédérer l'interne. Ça, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est un point qu'on oublie souvent. La cible, c'est pas juste dehors, c'est les salariés, les cadres à l'intérieur de l'entreprise. Bah oui, parce qu'un salarié, c'est le tout premier ambassadeur de la marque ou son premier détracteur. Ouais. Pour imager ça, c'est comme un grand restaurant. La communication marketing, c'est la photo du plat sur le menu qui donne très faim. Mais la communication institutionnelle, c'est la propreté de la cuisine, la réputation du chef et surtout la façon dont les serveurs parlent du resto quand ils rentrent chez eux. Super analogie, ouais. Si l'équipe en cuisine n'y croit pas, la vitrine s'effondre direct, peu importe à quel point la photo du plat est belle. C'est ça. Ensuite, l'institutionnel vise des cibles externes non commerciaux. Les politiciens, les syndicats, les médias, on leur vend rien, on s'assure juste que l'opinion publique est favorable. Ok, donc on a les cibles, on a le pourquoi. Maintenant, plongeons dans l'arsenal. Comment on bâtit concrètement cette personne morale? La source divise ça en 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est la communication événementielle. À ne pas confondre avec le marketing événementiel de la stratégie de la ruche qu'on a vu avant. Exactement, le piège classique. L'événementiel institutionnel, c'est genre le mécénat, sponsoriser un festival d'art, faire du team building. Le but, c'est pas de distribuer des flyers promo, c'est de créer un lien affectif, une émotion. C'est pour ça qu'une banque hyper sérieuse va soudainement sponsoriser une course de voile à l'autre bout du monde. Elle vend pas de crédit sur les bateaux. Elle s'associe aux valeurs du sport, le courage, l'endurance. C'est malin. Très malin. Le deuxième pilier, c'est la communication organisationnelle. Ça, c'est centré sur l'identité pure. L'organigramme, le projet d'entreprise. Ça montre une structure fiable et transparente, autant pour l'interne que l'externe. Et le troisième pilier? C'est celui qui a l'air, sur le papier, le plus ennuyeux du monde, mais qui est redoutable. La communication financière. Ah oui, on a tendance à la réduire à des bilans comptables froids, mais c'est un outil d'image massif. Les investisseurs, les agences de notation, les gendarmes financiers comme la FSMA, ils regardent ces chiffres pour juger la stabilité et l'éthique de la gouvernance. Mais le plus fou, c'est que c'est hyper important pour les employés aussi. Totalement. Lire un bilan financier solide, pour un employé, ça donne un sentiment de sécurité incroyable. Et avec la globalisation, publier un communiqué financier, c'est devenu de l'horlogerie. Faut choisir la bonne langue, le bon fuseau horaire, car ça impacte les bourses mondiales en quelques secondes. Un mot de travers et c'est des millions qui s'évaporent. Et enfin, le 4e pilier. La communication de l'entreprise, le corporate. Là, on se base sur du très concret. Les bilans carbone, les réalisations techniques, les plans à 10 ans. C'est pour les experts qui veulent des preuves tangibles derrière les beaux discours de la marque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre auditoire au quotidien? Ça veut dire que chaque matin, quand on voit une multinationale faire un communiqué de presse écologique ou sponsoriser un événement sportif, ça n'est jamais le fruit du hasard. Jamais. C'est une pièce d'un puzzle immense, pensée pour bâtir une confiance invisible dans nos têtes. C'est ça. Si on résume, on est parti des gladiateurs de l'Antiquité, on a traversé l'invention de la pub dans les médias en 1836 pour arriver aujourd'hui à des machineries hyper sophistiquées qui transforment des usines froides en personnes morales. Et c'est pour ça que faire cette analyse aujourd'hui, c'est si important. Avoir cette grille de lecture, différencier le marketing pur de l'institutionnel, c'est une boussole pour naviguer dans notre monde saturé de messages. Ça prépare le terrain de la confiance. Mais j'aimerais qu'on finisse sur une réflexion qui pique un peu. Vas-y. La source nous dit que l'institutionnel inspire la confiance. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, tout se sait. Si une entreprise déploie une communication institutionnelle parfaite, avec des valeurs magnifiques, mais que la réalité de ses actes la contredit, Ah, est-ce que cette machinerie sophistiquée peut se retourner contre elle? Est-ce que cette vitrine parfaite, si elle est hypocrite, ne va pas juste accélérer sa chute? c'est toute la fragilité du système. Le choc entre la promesse et la vérité.
Et on laissera tout le monde méditer là-dessus. Merci d'avoir décodé tout ça avec nous aujourd'hui. Et pour tout le monde, la prochaine fois qu'une marque vous parle de ses valeurs, ouvrez l'œil. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans nos sources.